Pierre-Olivier Lestage est avec nous. PO, comment ça va? Ça va super bien, et toi? Très bien. Félicitations pour cette signature. Merci beaucoup. Dirais-tu, au fond, que c'était la seule décision logique dans les circonstances? Oui, bien pour moi, en fait, il n'y a pas vraiment eu de décision. Je voulais jouer pour les Alouettes, donc c'était sûr que si j'étais le bienvenu de revenir, définitivement, c'est ici que je voulais jouer. Donc ça n'a pas été trop compliqué de prendre cette décision-là. Quand tu dis pas trop compliqué, bon, la fin de la saison, c'était hier, dans le fond, de Ouais, douloureuse ça fait vraiment défaite pas en longtemps. finale de la Coupe Grey. Comment ça se passe à ce moment-là, les négociations? Est-ce que tu as un agent qui interfère, qui s'occupe de tout ça? Est-ce que Danny règle ça directement avec toi? Comment on arrive? Comment on peut raconter? Ça a été très simple, on s'est entendu rapidement. Comment on arrive à ça? Oui, bien en fait, oui, moi j'ai un agent. C'est lui qui gère un petit peu les négociations. Moi, dans le fond, on a ce qu'on appelle un exit meeting à la fin de la saison. Puis c'est là qu'on en a parlé, moi et Danny, si justement je voulais revenir jouer pour les Alouettes. Donc définitivement, ça a été un oui assez facile pour moi. Puis à ce moment-là, les communications entre mon agent puis la direction des Alouettes a commencé à s'enclencher. Puis ça n'a pas pris trop de temps. Là. Ça a pris peut-être une semaine et demie au total. Puis on en était convenu à une entente. Donc c'est quand même assez rapide. Donc je suis vraiment satisfait. Es-tu content de voir la tournure que l'organisation prend? Tu as été un dixième choix total au premier tour en 2021. Tu es avec les Alouettes depuis 2022. C'est une organisation là, qui a eu un tournant, on ne se le cachera pas, là, avec l'arrivée d'un nouveau propriétaire, Pierre-Carl Pellado, qui a pris les choses en main. On a l'impression que depuis ce temps-là, on retrouve une certaine noblesse perdue à Montréal. Oui, c'est un peu le grand retour des Alouettes, si on veut. Depuis l'arrivée de Danny Machocha, l'arrivée de Jason Moss, aussi l'arrivée de Pierre-Carl Pellado, tu vois qu'il y a un petit peu un renouveau au sein des Alouettes. C'est vraiment le fun de jouer pour cette équipe-là. Tu vois qu'il y a un engouement auprès des fans aussi. Puis beaucoup de joueurs avec qui je joue et qui reviennent, en fond. C'est le fun de jouer pour les Alouettes. Donc, les joueurs veulent jouer ici. Puis je pense que c'est super positif pour l'équipe et la ville en général. Tu as parlé de l'exit meeting avec Danny Machocha. Ça fait plusieurs que vous avez ensemble. Ça fait quand même 8 ans là, que vous vous côtoyez, Danny et toi. Je présume que ça facilite beaucoup les entrées en matière, à tout le moins. Là. Définitivement. Moi et Danny, on se connaît depuis super longtemps. C'est lui qui m'a recruté à l'Université de Montréal quand j'avais 16-17 ans. Fait que c'est sûr que c'est spécial comme relation, mais définitivement, ça facilite le tout. On a une bonne relation, on est capable de bien se parler. Donc, non, c'est sûr que ça facilite la chose. Quand tu entends et que tu peux lire dans certains médias et autres blogs que tu étais l'une des 2 grandes priorités de l'organisation à mettre sous contrat dans l'entre-saison, j'imagine que ça fait plaisir à entendre. Définitivement, ça fait plaisir à entendre. C'est sûr que c'est le fun, justement, que ton dossier est pris de l'avant dans les premiers. C'est ça, ça fait juste plaisir, honnêtement. Je suis content dans la position que je suis. En plus, c'est à Montréal, donc c'est sûr que je suis satisfait de la tournure des événements en ce moment. L'autre dossier prioritaire était celui de Tyson Philpott. Oui. On a appris dans la séquence aujourd'hui que c'était aussi une affaire classée. Alors, je rejoins ma propre question de tantôt. On est heureux de la tournure des événements parce que Philpott, là, aurait très bien pu rejoindre son frère et le reste de la famille dans l'Ouest canadien. C'est ce qui semble être dans l'air, mais finalement, il semble acheter le grand plan des Alouettes ici à Montréal, qui est de bâtir vraiment une dynastie, une grande tradition. Définitivement. Je pense que si Tyson Philpott avait décidé de tester le marché des joueurs autonomes, définitivement, il y aurait eu beaucoup d'intéressés à avoir ses services. Mais un peu comme j'ai dit, les joueurs aiment ça jouer à Montréal, puis c'est le fun d'être dans l'engouement un peu de cette équipe-là, de cette ville-là. Je pense qu'il y a une très belle relation aussi avec Davis Alexander. C'est sûr que ça l'a aidé, ça aussi. Maintenant, on est super content que Tyson soit de retour avec l'équipe l'année prochaine. Puis j'ai juste hâte de voir qu'est-ce que ces deux-là vont être capables de faire ensemble. On dénote de plus en plus de stabilité sur la ligne offensive dont tu fais partie. Tu es l'un des porte-étendards. J'imagine que cette stabilité-là a quelque chose de très bénéfique pour l'ensemble de l'escadron offensif, spécifiquement Davis Alexander. C'est sûr et certain, la ligne à l'attaque, on est 5 gros bonhommes toujours ensemble. Puis c'est sûr qu'il faut être capable de bien communiquer ensemble, il faut avoir une certaine chimie. Puis c'est sûr que le plus longtemps que tu joues avec ces gars-là, le plus facile ça va devenir. Donc ça fait tous
Peut-être mis à part Tiger Shanks, qui est une recrue cette année. On est tous des joueurs de ligne offensive que ça fait plus que 2 ans qu'on joue ensemble. Donc, on se connaît bien. C'est sûr qu'on aime la compagnie l'un de l'autre. Puis c'est sûr que ça rend les choses plus faciles. Il y a une chimie qui s'installe, la communication est plus facile. Donc, c'est sûr que notre but premier, c'est de bien protéger Davis. Puis je pense qu'on est capable de faire ça. Justement, Shanks, c'est un choix de premier tour en 2025 qui a terminé l'année comme partant. Parle-moi de son intégration et de comment il joint le groupe. Tu sais, quand tu arrives dans une grosse chaîne comme ça, tu deviens le dernier né des maillons ou le plus petit des maillons à ton arrivée. Je parle pas nécessairement physiquement, mais en termes d'expérience. Comment il a intégré ça? Honnêtement, Tiger, il a très bien fait ça. C'est un gars un petit peu plus gêné en général. C'est un gars qui se tient un petit peu plus à lui-même. Fait que c'est sûr que les premières semaines, les premiers jours, les premières semaines du camp d'entraînement, c'est un gars qui parlait pas beaucoup. Mais c'est sûr qu'on essaie le plus possible, les vétérans, de le faire sortir de sa carapace un petit peu. C'est sûr que d'avoir un plus gros rôle dans l'équipe, ça l'a aidé, évidemment, à ce qu'il sorte un petit peu plus de sa carapace. Mais non, très, très content d'avoir Tiger Shanks dans l'équipe. C'est une belle addition qu'on a eue cette année. Puis j'ai juste hâte de voir dans les prochaines années comment il va se développer, là. De ce qu'on voit de l'extérieur, Davis Alexander est un corps arrière très frondeur, très cocky, comme on dit dans le jargon, avec les adversaires, les publics adverses, même dans les matchs sur la route. Est-ce que je me trompe si j'avance que c'est un personnage totalement opposé à l'intérieur des cadres d'une équipe? Il semble être un garçon que vous appréciez énormément par son approche, son ardeur à l'ouvrage, son désir d'être... En fait, sa volonté de mourir s'il le faut sur le terrain pour gagner un match de football. Oui, Davis Alexander, c'est probablement le carrière que tu veux le plus avoir dans ton équipe. Donc, c'est un leader naturel, c'est un passionné, c'est un gars qui travaille super fort. Vraiment, comme on a dit, un petit peu le cockiness aussi, l'arrogance. C'est sûr que moi, en tant que joueur qui regarde ça, c'est sûr que j'aime ça voir mon carrière être un petit peu arrogant. Pas trop, définitivement, parce que c'est un carrière, il y a beaucoup à faire dans un match. Fait que c'est sûr qu'il faut qu'il garde sa tête froide, mais quand même, c'est le fun à voir. Puis cette confiance-là, c'est contagieux aussi. On l'a vu cette année dans les matchs qui n'étaient pas là, ça se faisait sentir un petit peu. Mais dès qu'il est là, on sent que tout le monde lève son jeu d'un cran, puis c'est un petit peu plus facile de jouer. Donc, c'est vraiment le fun de l'avoir dans l'équipe. En même temps, le coefficient de difficulté est un peu plus élevé pour une ligne à l'attaque de protéger un corps arrière qui scramble comme ça, qui a tendance à sortir de la pochette, qui va dérober côté fort, même côté faible, pour tenter de se donner d'autres options. Et là, il faut continuer de protéger. C'est un petit peu plus complexe que le classique pocket passer là, qui reste dans la pochette, puis bon, qui rentre même à l'intérieur, au centre de sa ligne pour compléter une passe. Comment vous négociez avec ça? Bien, c'est un petit peu un couteau à double tranchant. Des fois, c'est le fun d'avoir un carrière qui court parce que, justement, il peut réparer des erreurs que la ligne à l'attaque fait. Il peut évader la pression. Mais c'est sûr que des fois, quand le carrière il va dérober d'un côté ou de l'autre, c'est sûr que ça change les angles. Donc, c'est sûr que nous, ayant le dos tourné à lui, on ne sait pas où est-ce qu'il est. Fait que c'est sûr que ça rend des fois la chose plus difficile. Mais personnellement, je pense que j'aime mieux avoir un carrière qui est un petit peu plus mobile, qui est capable un petit peu de sortir du trouble, comme on dit, quand ça va pas super bien. Puis je pense qu'il l'a très bien fait cette année. Le football change, les mœurs, les us, coutumes évoluent, puis tout ça. Il fut un temps où, dans la NFL notamment, après chaque victoire, le quart arrière servait, invitait dans un bon restaurant les membres de sa ligne à l'attaque et payait le lunch. Y a-t-il encore un peu de ces traditions-là qui existent? Est-ce que ça arrive, exemple, dans un déplacement à l'étranger, que Davis dise aux membres de la ligne à l'attaque, on va souper ce soir, puis je ramasse le bill? Définitivement, c'est probablement une des choses qu'on apprécie le plus de Davis aussi en tant que joueur de ligne à l'attaque. Juste pas plus tard que la semaine de la Coupe Grey, on venait d'arriver à Winnipeg, je pense que c'était le lundi ou le mardi. Puis on est allé manger dans un restaurant, ça s'appelle Earl's. Puis dans le fond, il a payé une bonne partie du souper, donc il avait invité toute la ligne à l'attaque. Fait que c'est sûr que c'est des petites choses qu'on apprécie, puis pas que ça devienne plus facile de bloquer pour lui, parce qu'à la fin de la journée, on veut toujours bloquer pour lui. Mais c'est sûr qu'on l'apprécie un petit peu plus pour ça, puis c'est sûr qu'on veut jouer un petit peu plus fort, justement, pour pas qu'il se fasse toucher. Ça t'a pris combien de dodo avant de ne pas te réveiller en sueur après la défaite de la Coupe Grey? Peut-être que l'image est trop forte, là, mais tu comprends ce que je veux dire? C'est sûr que c'est une défaite crève-cœur. C'est sûr que c'est pas le fun de perdre comme ça. En gros, moi, ça m'a peut-être pris une semaine là, à m'en remettre vraiment de comme tourner la page, de regarder les bandes vidéo, d'un peu plus comprendre qu'est-ce qui s'est passé. Mais
à la fin de la journée, c'est un match, il faut apprendre à gagner, mais il faut aussi apprendre à perdre. Puis je pense que c'est important, justement, dans la défaite, d'être capable de tourner la page puis de comprendre qu'est-ce qui n'a pas marché, puis justement de se remettre à travailler pour justement essayer de faire en sorte que l'année prochaine, on soit capable de lever cette coupe-là, puis pas juste avoir la participation à la Coupe Grey. Est-ce que la revanche de Montréal contre la Saskatchewan une semaine plus tard a été le dernier petit diachylon nécessaire à toi qui es un bleu, qui est dont l'alma mater est l'Université de Montréal? Là? C'est sûr que ça a fait du bien. Surtout que c'était le même match-up, comme on dit. Donc, c'était Saskatchewan contre Montréal. Nous, on n'avait pas réussi à gagner la grande finale. Mais à l'Université de Montréal, j'ai regardé le match, puis c'est le fun de voir les Carabins gagner. On sait qu'ils travaillent super fort. Moi, j'ai été là, j'ai joué là-bas pendant 4 ans. Fait que c'est sûr que je connais encore beaucoup de gens qui sont dans l'organisation, soit comme entraîneur, soit comme joueur. Fait que c'est toujours vraiment plaisant de voir ton alma mater lever le trophée comme ça. Tu étais là il y a 4 ans à peine, PO. Quand tu les regardes aller, tu te dis, mon Dieu, j'ai peine à croire que. Il me semble qu'ils sont petits par rapport à ce qu'on était, nous autres, il y a 4 ans. Ça t'arrive-tu de te passer ce type de réflexion-là? Je peux pas croire, j'étais là il y a 4 ans. Moi. C'est sûr que ça arrive, mais le niveau de jeu, il change, puis tu t'habitues tellement rapidement à un niveau de jeu que des fois, quand tu regardes à la télé, peut-être que c'est un petit peu plus lent, un petit peu ces choses-là. Mais c'est quand même du très bon football. Je me souviens quand j'étais là-bas à quel point c'était du bon football, puis il fallait travailler fort justement pour gagner. Donc, je suis persuadé que même s'ils sont peut-être un petit peu plus petits que dans la CFL, dans la NFL, ils travaillent super fort, puis quand même leurs efforts ont été récompensés. Je suis curieux de t'entendre en terminant. C'est plus une réflexion philosophique ou idéologique, tu me diras, mais toi qui es un diplômé universitaire, quand tu vois le type de manifestation, profaner un trophée comme la Coupe Vanier, tout le battage qu'il y a eu autour de ça et tout ce qui s'en est raconté, comment tu vois ça maintenant, plus d'un œil extérieur, là, que des collégiens, essentiellement des universitaires, ça donne dans des rivalités comme ça. En même temps, je parle des Bleus contre les Rouges, les Carabins, le Rouge et Or, mais on vient d'assister à la même chose pour une deuxième année de suite dans le classique annuel entre les Wolverines du Michigan et les Buckeyes d'Ohio State. Là. Ça fait partie de la rivalité, je pense. Je suis peut-être pas d'accord avec le fait d'hommager un trophée comme ça, mais ça fait partie de la rivalité. Tu travailles tellement fort pour gagner un trophée comme ça. Je veux pas dire que tu as un peu le droit de faire ce que tu veux avec parce que ça reste un emblème du sport. Mais je pense que c'est devenu un petit peu trop sérieux là, dans les dernières années. Je pense qu'on peut laisser les gars célébrer un peu comme qu'ils veulent. Puis après ça va être un petit peu le travail de réparer le trophée avant le prochain match de la finale, un peu qui devrait être à le sabler. Mais qui est à le sabler, exactement. Mais je pense qu'on va un petit peu trop loin avec ça. Puis c'est juste le fun de voir que, justement, le football est en santé au Québec, puis au Canada. Puis que justement, ces gars-là travaillent très fort pour gagner ces trophées-là. Pourquoi pas le célébrer comme qu'ils le désirent? Espérant vous retrouver au grand match de la Coupe Grey dans moins d'1 an maintenant, avec cette fois le trophée au bout des bras. Et vous en ferez bien ce que vous voudrez. Je l'espère. Merci beaucoup. Après, P.O. Lestage, merci infiniment. Félicitations. Bonne entre-saison, puis on se recroise très bientôt. Un gros merci.